Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Max sur i24 News. À la une aujourd'hui, le verdict enfin dans l'affaire BNP Paribas aux États-Unis et cette amende historique, 8,9 milliards de dollars pour s'être rendu coupable de transactions illégales avec le Soudan, l'Iran et Cuba. Quelles conséquences immédiates pour le groupe? Peut-on parler d'un précédent pour la justice américaine? On voit cela de près dans un instant. Et puis immersion au sein d'une ferme ambitieuse. Nous irons au Bénin découvrir comment une production locale, responsable et respectueuse de l'environnement parvient à assurer l'essor, le développement d'une région entière. L'économie solidaire et à taille humaine, c'est le pari d'un prêtre dominicain. Rendez-vous dans quelques minutes. Voilà pour le sommaire et bienvenue à tous. D'abord un coup d'œil sur le reste de l'actualité économique et d'abord une pluie d'indicateurs sur la production manufacturière. En Chine d'abord avec des données qui rassureront sans doute les investisseurs. L'indice PMI manufacturier, vous le voyez, Markit HSBC ressort à 50,7 pour le mois de juin en chiffre définitif contre 49,4 en mai. Un retour au-delà de la barre des 50 qui sépare croissance et contraction. 51 pour le chiffre officiel du Bureau national chinois des statistiques. Alors la reprise semble en tout cas acquise pour Pékin et c'est moins évident en revanche pour la zone euro où la croissance de l'activité est bien réelle mais elle ralentit à 51,8 en juin, toujours d'après Markit, un plus bas en 6 mois. Rien ne s'arrange pour la France, 48,2, la plus faible niveau depuis décembre dernier. L'automobile et l'hécatombe qui se poursuit pour General Motors. Hier, le géant américain, troisième constructeur mondial, a annoncé un énième rappel de 8,4 millions de ses véhicules à travers le monde. Il concerne pour l'essentiel les États-Unis, en cause des problèmes mécaniques qui auraient déjà provoqué 3 morts et 8 blessés. L'entreprise va inscrire une charge de 1,2 milliard de dollars sur ses comptes du deuxième trimestre au titre des réparations à effectuer. Hier encore, General Motors a promis de payer au moins 1 million de dollars par décès causé par un autre vice, cette fois des commutateurs défectueux. Écoutez la déclaration de l'avocat du groupe. Ce programme est conçu pour aider les plaignants, pas pour punir General Motors. Si certaines personnes veulent obtenir des dommages et intérêts punitifs, alors ils ne doivent pas s'adresser à moi. Car si vous vous adressez à nous et que nous vous accordons une certaine somme d'argent, vous devrez éventuellement signer une décharge mentionnant que vous ne poursuivez pas General Motors. Voilà, et ce chiffre impressionnant, depuis le début 2014, General Motors a rappelé près de 30 millions de véhicules, un record mondial et le triple du total de ses ventes sur l'année 2013. Et à propos d'automobile, les chiffres encourageants des ventes de voitures neuves en France, plus 3,2% au mois de juin en données brutes. Renault en profite, plus 24,7%, moins 2,3% en revanche pour PSA. Alors le comité des constructeurs français d'automobiles indique que la hausse globale des immatriculations atteint 2,9% sur les 6 premiers mois de l'année. Du coup, la prévision pour l'année entière a été relevée à plus 2% contre plus 1 jusqu'ici. Les chiffres de l'emploi à présent pour la zone euro, Eurostat les a publiés en fin de matinée et en mai, le taux de chômage s'est établi à 11,6% dans la zone, un chiffre identique à celui d'avril et en baisse par rapport à l'an dernier à la même époque, 12%. Alors on dénombre 18,5 millions de personnes sans emploi dans la zone et pour l'ensemble des 28 pays de l'Union, le taux de chômage atteint 10,3% en mai, moins 0,1 de point sur un mois. Et à noter que c'est l'Italie de Matteo Renzi qui prend d'ailleurs les rênes de l'Europe ce mardi pour 6 mois de présidence tournante. Et puis on se tourne vers la Bulgarie où une véritable panique bancaire a secoué le pays ces derniers jours. Une campagne de rumeurs relayée notamment par les réseaux sociaux avertissait d'une soi-disant faillite imminente des principaux établissements bancaires du pays. Après la ruée vers les guichets automatiques du week-end dernier, c'était plutôt l'accalmie hier avec notamment la garantie apportée par les autorités que les économies des épargnants étaient en sécurité. Et puis le feu vert aussi donné par Bruxelles pour une aide en direction des établissements en difficulté. On écoute quelques réactions à Sofia. Je pense que si les institutions sont suffisamment rassurantes, les gens vont se calmer. Les non-connaisseurs comme moi ont simplement besoin de comprendre l'information. J'étais un peu inquiet, mais tout le monde à la banque a dit qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter et que tous mes dépôts étaient garantis. Je ne fais confiance ni au gouvernement, ni à aucune autre institution. Je ne crois pas ce qu'ils disent à la télévision ou à la radio.
Implacable. Les juges américains ont donc lourdement sanctionné hier la banque française BNP Paribas. 8 années de violation dissimulée des embargos économiques de Washington contre l'Iran, le Soudan, Cuba. 8,9 milliards de dollars, c'est l'amende la plus élevée jamais infligée à une banque étrangère aux États-Unis. Le tout assorti d'une interdiction pour 1 an de certaines opérations en dollars. BNP Paribas a plaidé coupable. Anthony Lesme. 8,9 milliards de dollars, c'est la somme record que devra payer BNP Paribas pour poursuivre ses activités américaines. À cette amende s'ajoute une interdiction, celle de ne plus compenser des opérations en dollars liées à des projets pétroliers et gaziers. De lourdes sanctions pour cette banque française à la réputation solide, mais qui a préféré plaider coupable pour ne pas risquer une interdiction d'exercer aux États-Unis. Dans ce dossier, la BNP s'est donné beaucoup de mal pour dissimuler des transactions interdites, en effacer les traces et tromper les autorités américaines. Elle s'est servie de ce qu'on appelle les paiements couverts pour cacher l'implication d'entités sous sanction dans des transactions réalisées à New York et d'autres villes des États-Unis. Accusée d'avoir violé des embargos économiques contre l'Iran, Cuba et surtout le Soudan, la banque avait sous-estimé la gravité du dossier. Elle n'avait provisionné qu'un peu plus de 1 milliard de dollars en début d'année pour régler l'affaire. Toutefois, elle devrait résister au choc puisqu'elle peut miser sur un bénéfice net de plus de 8 milliards de dollars cette année. C'est un coût important, donc cela se voit dans la déclaration des profits et pertes de la banque cette année. Ce n'est pas négligeable. Mais cela ne menace pas la viabilité de la banque, comme l'ont souligné les autorités françaises. Et je pense que c'est ainsi que le voient les marchés financiers. Nous ne voyons pas d'impact catastrophique sur la BNP, nous voyons juste un coût. Je pense que cela est vrai aussi en termes de réputation, qui est plus difficile à mesurer. Outre la réputation, la banque a perdu 13 de ses responsables, débarqués suite aux demandes expresses de la justice américaine. Le retrait le plus emblématique reste aujourd'hui celui de Georges Chaudron de Courcelles, directeur général délégué du groupe bancaire. Le challenge est désormais pour l'institution bancaire de préserver sa clientèle tout en affichant la plus grande transparence. Voilà, un coup dur évidemment pour l'image de BNP Paribas, mais visiblement ce ne sera pas un coup fatal. Lionel Friedfeld, notre analyste financier, est en ligne avec nous. Lionel, bonjour. Bonjour David. Alors un montant spectaculaire, mais finalement comparé au volume des transactions illégales réalisées par BNP Paribas, eh bien cette amende n'est pas si importante que ça. Alors effectivement, puisque l'enquête des autorités américaines porte sur des transactions, vous l'avez dit, entre 2002 et 2012, plus de 10 ans, sur à peu près 190 milliards de dollars américains. Et en fait, quand on est dans le secteur du pétrole, oil and gas, ce sont des opérations extrêmement rentables. Et donc BNP Paribas a énormément gagné d'argent depuis 10 ans. Et puis Lionel, l'action BNP Paribas qui décolle ce mardi à Paris, comment vous l'expliquez ? Simplement un vote de confiance des investisseurs, puisqu'en fait les investisseurs redoutent, on va dire, l'incertitude. Aujourd'hui, BNP va devoir payer une amende, tout est certain. Les charges notamment ont été passées, près de 800 millions d'euros en 2013. Il va falloir passer près de 5,8 milliards d'euros en 2014. Mais en tout cas, ce qui rassure, c'est que le ratio fonds propres visé à 10% restera sans doute dans l'objectif fixé par la banque. Voilà, en tout cas, un précédent qui fera date sans doute aux États-Unis. Merci Lionel Friedfeld pour toutes ces explications. Merci. Allez, second dossier du jour, répondre aux défis de la pauvreté, de la malnutrition, du développement aussi. Tout cela à la fois, c'est ce que propose la ferme Songhai, une ferme modèle et ambitieuse puisqu'elle entend offrir à une région entière l'autonomie économique. Tous les paramètres semblent avoir été intégrés, l'environnement avec la culture écolo, l'éducation avec des formations, une vitrine pour le Bénin. Alors le concept peut-il s'exporter à l'ensemble de l'Afrique ? On regarde ce reportage sur place. Des tomates bio cultivées avec soin jusqu'à la récupération des fientes de poule pour en faire du biogaz. Ici, à la ferme Songhai au Bénin, rien ne se perd, tout se transforme. Créée il y a 30 ans par Godfrey Nzamudjo, un prêtre américain d'origine nigériane, cette ferme est devenue un véritable modèle. Son mot d'ordre, maximiser la production sans avoir recours aux produits chimiques, coûteux pour les agriculteurs et nocifs pour la santé. Ce n'est pas n'importe quelle production, mais une production saine. Une production qui assure la bonne santé pour les producteurs et pour les consommateurs et pour le sol. Donc c'est vraiment, on remet l'agriculture au centre de la nature et l'homme. Au départ, juste un lopin de terre, l'exploitation s'étale désormais sur 24 hectares. Tous les produits cultivés sont transformés et distribués sur place. Un concept qui génère une activité économique autonome.
On a réparé cette image de l'Afrique, l'Afrique qui tend la main, l'Afrique qui reste vraiment victime de ça. Mais quand vous regardez les jeunes aujourd'hui, vous voyez les gens vraiment debout, les gens qui sont prêts à attaquer, qui sont prêts vraiment à prendre en main l'avenir. Quotidiennement, une armée d'employés et d'apprentis s'active pour produire des fruits, des légumes et du riz, mais aussi élever des poissons, des porcs et des volailles. Paul suit un atelier pâtisserie. Il souhaite reprendre l'activité agricole de ses parents afin de travailler de façon plus rentable. D'abord, avec la méthode moderne, il y a la rapidité des activités. Ce qu'il faut faire en 2 jours, avec la méthode moderne, en 2 heures, tu as déjà fini avec. Donc c'est ce qui m'a le plus enchanté à Songhai. Songhai répond aux défis de la pauvreté et de l'environnement. C'est aussi une école. Chaque année, 400 élèves fermiers sont sélectionnés et formés. De retour dans les villages, les jeunes agriculteurs lancent des exploitations modernes et bio. Le concept a aussi réussi à essaimer hors des frontières du Bénin avec l'ouverture de centres au Nigeria, au Sierra Leone et au Libéria, et des projets dans 13 autres pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Voilà, alors justement, la question est, Songhai peut-il se poser en modèle de développement durable avec ces notions de proximité, de solidarité également, on l'a vu, et puis une vraie place pour l'environnement. Avec nous pour en parler, Jordana Dray, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors vous êtes avocate au barreau de Paris et vous êtes spécialiste des relations Israël-Afrique. En quelques mots, comment on peut présenter vos activités ? Alors, en fait, moi, j'ai un cabinet qui est plutôt à activité dominante droit des affaires. Et par les hasards de la vie, j'ai été amenée à rencontrer plusieurs sociétés israéliennes qui avaient vocation à s'implanter sur le marché africain. Et puis, voilà, dans le cadre... Vous êtes vraiment dans ce secteur assez précis. Alors, on le voit, les projets agricoles autonomes, ça fonctionne. On l'a vu au Bénin, ailleurs aussi. Est-ce qu'Israël s'est déjà positionné sur ce créneau ? Est-ce que le savoir-faire israélien est demandé ? Est-ce qu'il est reconnu ? Oui, tout à fait. Alors, le savoir-faire israélien, il est reconnu et même très demandé dans plusieurs pays d'Afrique, et ce, depuis finalement au moins une 20aine d'années, si ce n'est une 30aine d'années. Parce que la technicité et la spécificité finalement de l'agriculture israélienne, en raison de la région qui est la nôtre, qui est plutôt aride. Donc un point commun, l'eau, chaque goutte d'eau compte dans les... Exactement, en fait on retrouve les mêmes problématiques sur le territoire africain, et l'innovation israélienne, c'est que ces fermes en kit qui finalement reproduisent le modèle des moshav, qui sont des fermes industrielles, permettent de subvenir à certains besoins de villages africains. Et donc ces fermes en kit, c'est plus qu'un projet pilote, ça fonctionne concrètement. Ça fonctionne véritablement dans, pays, dans plusieurs pays d'Afrique, notamment en Angola. Certains projets sont en cours de développement au Gabon. L'idée, en fait, c'est de permettre à ces pays d'Afrique de l'Ouest d'arriver à une auto-alimentation et de, si vous voulez, se dégager un petit peu des importations qui imposent finalement des coûts très élevés pour les populations. Donc on a aujourd'hui de nombreux dirigeants africains qui s'investissent réellement, si vous voulez, dans le développement de l'agriculture locale. Et les biotech, les cleantech israéliens, pareil, c'est demandé, ça s'exporte déjà ? Ça s'exporte très très bien, notamment en matière de panneaux et d'énergie solaire, ce qui permet à l'Afrique, si vous voulez, de pourvoir à certaines déficiences en énergie, mais également tout ce qui est retraitement de déchets pour en faire du combustible, notamment sur ces fermes pilotes, ça a été très développé. Donc l'énergie, l'irrigation aussi ? L'irrigation, bien sûr, puisqu'il y a tout le système de goutte à goutte israélien et de bassins en fait, d'élevage dans les zones désertiques, mais aussi tout ce qui est désalinisation. Et donc ces procédés sont adaptés vraiment aux besoins de l'Afrique aujourd'hui, ce savoir-faire israélien ? À la base, ils correspondent à certains besoins de nombreux pays africains et ils sont de surcroît adaptés par des ingénieurs à la spécificité des terrains sur lesquels ils sont implantés, bien sûr. Et alors, est-ce que vous travaillez aussi sur d'autres projets pour l'Afrique qui contribuent directement au développement de certains secteurs ? On peut penser au numérique, à l'électricité, aux satellites aussi ? Tout à fait. J'ai eu la chance, en fait, d'être amenée à participer à plusieurs projets, notamment de construction de centrales électriques qui répondent à un réel besoin de nombreux pays africains. Donc made in Israël, on est d'accord. Bien sûr, made in Israël, avec des sociétés israéliennes qui implantent leur savoir-faire. Tout ce qui est numérisation et mise en place en fait, de systèmes de gestion de données pour les populations, mais également tout ce qui est cartographie,
puisqu'il y a en fait un grand manque de nombreux pays africains en ce qui concerne la cartographie des zones. Dans ce domaine-là, on sait qu'Israël avec Waze aussi, par exemple, il y a du potentiel. Oui, il y a un gros savoir-faire israélien. Et puis la sécurité aussi, on sait que c'est un secteur fort à l'export pour Israël. Tout à fait. La sécurité a toujours été très fortement demandée en fait dans de nombreux pays, et j'ai remarqué que depuis en fait les attentats comme ceux du Kenya dans le centre commercial, on a une réelle préoccupation en fait de nombreux dirigeants africains qui souhaitent avoir le savoir-faire israélien pour éviter que des scénarios pareils se reproduisent. Donc beaucoup de débouchés, un fort potentiel de débouchés pour les entreprises israéliennes en Afrique, on l'aura compris. Merci beaucoup, Johanna Drey, d'avoir accepté notre invitation. Bonne continuation. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. L'Argentine et la Colombie seront notamment au programme. Restez avec nous, l'info continue.